La 4e édition des conférences Risque Pays tant attendue s'est finalement tenue ce jeudi 17 septembre 2020 à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. En raison des mesures restrictives prises dans le cadre de la Covid-19, cet événement majeur a rassemblé près d'une centaine de personnes. Bonjour et bienvenue à cette 4e édition de la conférence sur le risque pays Côte d'Ivoire. Nos conférences sur le risque pays rassemblent des experts locaux, internationaux également, des experts autant du secteur public que du secteur privé, qui mettront donc à la disposition de l'auditoire leur expertise sur les thèmes que nous avons retenus pour cette année. Le premier panel portera sur la sauvegarde des acquis économiques et le renforcement de la résilience de la Côte d'Ivoire face aux crises. Le second panel ouvrira des discussions sur la politique d'urbanisation et de développement décentralisé de la Côte d'Ivoire. Nous accueillerons notre 3e panel de la journée, qui sera le dernier, qui permettra d'apporter des réponses à la problématique du modèle ivoirien post-Covid, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la recherche scientifique. Vous avez tous le rapport, donc je vais faire un résumé sommaire de ce rapport et nous allons rentrer dans la discussion avec les 3 panels de haut niveau sur les thématiques qui ont déjà été présentées par Soraya. La note de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à 5,7, donc qui a été un peu dégradée de celle de l'année dernière qui était à 6,1. Et la perspective à court terme et à long terme sont pour l'instant négatives, vu le contexte, parce que nous parlons d'établir une cartographie des risques pour permettre aux investisseurs d'apprécier la probabilité d'investir. Je crois qu'il est important de remarquer que il suffit d'une situation sociopolitique tendue malgré tous les fondamentaux économiques pour ralentir la décision d'investir dans un pays. L'ouverture solennelle de la conférence s'est faite par son Excellence M. Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire, qui n'a pas manqué de féliciter l'institutionnalisation de cette conférence. Permettez-moi de saluer l'institutionnalisation de cette initiative qui se veut une plateforme de discussion offerte aux acteurs du monde économique et financier sur la base d'un rapport présentant la cartographie du risque pays de la Côte d'Ivoire et mettant en relief, comme cela a été indiqué tout à l'heure par la modératrice, qui met en relief donc les atouts, les opportunités et les axes d'amélioration afin de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement. 3 panels enrichissants ont meublé la journée et sur chacun d'eux, nous pouvions compter la présence remarquable de certains membres du gouvernement ou leurs représentants, ainsi que des chefs d'entreprise. Le premier panel a été l'occasion de rappeler que malgré les crises, les projections de croissance pour la Côte d'Ivoire restent positives. La première question que moi j'aimerais vous poser à tous, peut-être à commencer par le ministre Sanogo, pour moi, c'est vraiment quel enseignement est-ce qu'on tire de ces différentes crises? Comment est-ce que la Côte d'Ivoire a su survivre? Même aujourd'hui, avec la pandémie quand même de la Covid, il faut quand même noter que jusqu'à présent, les projections de croissance économique restent positives. Alors que quand même dans beaucoup de pays, aujourd'hui, ce sont des perspectives extrêmement négatives, avec un creusement très fort du déficit budgétaire et dans les grands pays, c'est même carrément des déficits budgétaires à 2 chiffres qui sont projetés. Nous avons connu beaucoup de crises, ça a été dit, et on a vu un moment, un effondrement de l'État, plus ou moins. Et n'eût été le secteur privé, la présence du secteur privé, beaucoup de choses auraient été complètement mises à l'eau, notamment les acquis que nous avons accumulés depuis les années d'indépendance. Est-ce qu'il ne faut pas, par rapport au modèle économique que nous avons développé dans les années 70, 80, 90, est-ce qu'il ne faut pas avoir des grands ensembles industriels pour attaquer ce marché? Parce que c'est une question de survie du secteur privé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques leviers, quelques incitations ou des réformes
à mener, tout simplement pour pouvoir arriver à se concentrer sur ces intérêts collectifs-là. Il appartient aussi au secteur privé de s'organiser. Et surtout de travailler à la transparence. La parole des leaders porte, influe sur les populations et puis également les éléments éducatifs à travers des programmes au sein des écoles pour que les enfants puissent grandir avec certaines idées et faire en sorte qu'il en sorte une société qui soit différente. Comment est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire puisse tirer son épingle du jeu? Il faut qu'on remette nos valeurs fondamentales au centre du débat. Les grandes démocraties se développent parce qu'elles ont mis en place des systèmes de bonne gouvernance qui régissent notamment la gestion des ressources publiques. On n'arrivera pas à se développer ici sans un secteur privé fort, on n'aura pas un secteur privé fort si on n'arrive pas à développer notre marché des capitaux. On n'a pas suffisamment d'accès à l'épargne, et là, l'épargne vient dans la confiance des uns ou des autres, dans leur capacité à faire des investissements pour lesquels ils auront des retours. Sans un marché sous-régional fort, une capacité d'avoir un marché attractif et de consommation, on ne peut pas se développer, on n'aura que des petites PME. Remarquez bien, hein, c'est extraordinaire. L'UEMOA, cette zone CFA a été créée bien avant la zone euro. A-t-on tiré tous les bénéfices de ce marché et de cette zone? Non, parce que je pense que les procédures administratives sont encore trop lourdes pour permettre effectivement une circulation libre des hommes et des personnes et de permettre à des entreprises d'en bénéficier. Les grands groupes ne pourront se faire que si on arrive à développer le marché sous-régional afin de permettre aux entreprises qui vont se battre, et dans ce cas-là les plus performantes, d'avoir accès à des marchés et de pouvoir croître. Pour le secteur privé, moi je pense que l'élément fondamental qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir un secteur privé qui a énormément d'ambition. Réussir en Côte d'Ivoire, c'est pas suffisant. Réussir sur le plan sous-régional et en Afrique, c'est ça qui doit être l'objectif. De telle manière, un jour, acquérir des institutions au plan international et qu'on ait des entreprises africaines, voire ivoiriennes, qui ont cette capacité de s'étendre même au-delà de ce continent. Ça, c'est ce à quoi notre secteur privé doit se battre. Il peut y arriver. Le second panel, quant à lui, a mis en exergue la réalité selon laquelle le développement d'un État passe obligatoirement par une volonté politique, la décentralisation et l'innovation. Je crois que nous aurons l'occasion de les écouter, avoir leur avis et surtout leur analyse de l'évolution de cette question d'urbanisation et de décentralisation en Côte d'Ivoire. Il y a 4 facteurs qui semblent extrêmement importants à regarder. Il y a d'abord la question de la démographie qu'il faudra sans doute maîtriser. Il y a la question de la bonne gestion de l'urbanisation de nos pays. Il y a ensuite l'élargissement de la classe moyenne qui doit être le moteur de la consommation pour le secteur privé. Et enfin, la question de la maîtrise de l'évolution numérique et technologique. Vous trouvez la population urbaine beaucoup plus concentrée autour d'habitants. Sur les 50,3% à peu près de taux d'urbanisation, nous avons environ 40% de cette population qui se trouve à Abidjan. Parce que la ville d'Abidjan est l'endroit et le site habité qui offre les meilleures conditions de vie à nos concitoyens. Pour inverser la tendance, il faut aller au-delà de ça et créer des régions économiques. En tant que concessionnaire d'un service public, est-ce que vous avez votre mot à dire? Effectivement, nous exploitons donc les infrastructures donc, dans le domaine de l'eau potable et de l'électricité, et les investissements sont de la responsabilité de l'État. Et bien entendu, nous avons un rôle de conseil du fait de cette exploitation. Le premier élément qui est important, c'est la dynamique de croissance, qui est quand même effectivement très importante. Et il y a un deuxième point qui est très important en lien avec ce qui vient d'être dit tout à l'heure, et qui est une de nos problématiques majeures, c'est la coordination au niveau de la planification des investissements. Pour financer les infrastructures pour un État, le moins cher, c'est de passer par des financements de bailleurs, par exemple, des financements sur du long terme. Mais la problématique, c'est que le bailleur, il a ses conditionnalités.
Là, nous, on vient de proposer un programme qui a été accepté par l'État, justement avec cette approche de financement commercial, et on va accorder 1 500 000 personnes à Abidjan qui vivent dans les quartiers périurbains. Ce sont donc ceux qui sont les moins nantis donc, sur Abidjan, et on en a déjà 250 000 en 5 mois qui sont accordés. C'est 250 000 personnes à Abidjan qui ont accès à l'eau potable de manière saine avec un robinet. Quelle est votre contribution dans l'urbanisation de la Côte d'Ivoire? Effectivement, nous sommes interpellés par la question et nous cherchons autant que faire se peut de trouver donc des solutions. Mais vous convenez avec moi que ces solutions sont des solutions, je vais dire, ponctuelles, d'autant plus qu'elles interviennent sur un seul aspect, c'est le bâti. Est-ce que dans la conception du grand Abidjan futur, est-ce qu'on compte développer des villes avec un modèle architectural complètement africain et même voire même ivoirien pour créer une certaine identité quand même à cette ville-là? Ou est-ce qu'on va se contenter encore une fois de dupliquer des modèles occidentaux? On peut effectivement partir sur des modèles qui permettent d'avoir des édifices, typiquement qui traduisent donc la culture locale. Ce sont des sujets qui posent de vrais enjeux, en tout cas qui, s'ils ne sont pas pris en compte le plus rapidement possible, on ne pourra pas atteindre les objectifs finaux de ce développement qui sont particulièrement ceux liés au bien-être des populations. Sur le troisième panel, l'État a été encouragé à améliorer la qualité du ratio enseignants-élèves et à investir dans la formation continue des enseignants et du personnel de santé. L'objectif ce soir est de comprendre justement comment, en Côte d'Ivoire, les deux sujets, éducation et santé, la recherche scientifique s'imbriquant parfaitement dans les deux, sont regardés et quelles sont les actions posées? Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'on se retrouve, par exemple, au niveau de l'enseignement, on a tous les 4 niveaux d'enseignement qui sont couverts. Si on veut regarder maintenant un peu au côté sombre, la qualité du système, aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, aucune université, aucune institution supérieure ivoirienne ne figure parmi les tops en termes de classement en Afrique. Depuis les 4 dernières années, il y a une augmentation très sensible, on a parlé de 25% du budget, même si au niveau de la part du PIB dans l'éducation, la Côte d'Ivoire est en arrière. Quelle est aujourd'hui la stratégie de la Côte d'Ivoire en termes d'éducation? Au niveau de l'éducation, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que les élèves, et en particulier ceux qui sont au primaire et au préscolaire, c'est de pouvoir d'abord leur donner un accès à l'éducation et surtout les maintenir dans un système éducatif de qualité. Est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment très loin de ce qui est recommandé? En termes de normes, 4% du PIB, c'est correct. 25% du budget de l'État, c'est très bien. Moi-même, j'ai travaillé dans des pays où j'étais plutôt à 2% du PIB et à 12% ou 15% du budget de l'État. Il y a une chose qui a été, je crois, une révolution ici dans le secteur de l'éducation, c'était la loi sur l'éducation obligatoire, la scolarisation obligatoire de 2015. La seule chose, c'est que nous avons un problème qui a été soulevé justement par le professeur Maïté, qui est plutôt dans le ratio des enseignants et des élèves. L'image est très contrastée parce qu'on n'a pas du tout les mêmes chiffres de ratio. Mais ce que nous proposons en tant qu'UNESCO, continuer les efforts pour améliorer la dépense publique. Plus de transparence, plus de statistiques, plus d'informations et peut-être plus d'informations auprès des parents de manière à les impliquer davantage, c'est-à-dire le COGES, c'est-à-dire ce système de gestion où on implique les parents et la communauté. Deuxièmement, l'objectif du développement durable 4 nous demande quoi? Améliorer la qualité de l'éducation, améliorer l'inclusivité. C'est qu'il faut investir dans les enseignants. C'est-à-dire la formation continue des enseignants est le meilleur investissement que peut faire un pays. Ça nous permet de toucher à deux sujets justement. La formation du personnel, les aides surtout. En fait, on a plus un problème d'infirmiers que de soignants. L'État de Côte d'Ivoire
vous dit que les seuls infirmiers qui peuvent travailler chez vous sont des infirmiers diplômés d'État. Donc il n'y a qu'une seule école qui forme les infirmiers diplômés d'État, c'est l'INFAS. Ce que la pandémie nous a montré, c'est qu'il n'y a pas assez de spécialistes en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul radiothérapeute ivoirien. Un seul. Il travaille au Sénégal en ce moment. Je vais remercier mes panélistes pour leur contribution et remercier également le public qui est resté avec nous jusque-là. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Il n'y a pas de frein à l'investissement à la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, en tout cas, notre évaluation laisse la Côte d'Ivoire toujours dans la catégorie de risque modéré qui part de 4 à 6. Donc la Côte d'Ivoire est dans la catégorie des risques modérés, pas de frein à l'investissement. Mais évidemment, il y a une pression et une tension qui est exacerbée par la tension politique. Mais la crise sanitaire est passée par là, elle a fait des dégâts. Nous sommes en train d'évaluer au fur et à mesure l'ampleur de ces dégâts-là. Pour l'instant, ça a poussé à dégrader la note de 400 points de base. Mais évidemment, c'est une note dynamique. Si la reprise se fait rapidement, évidemment, ça va améliorer la note. Si la tension politique s'apaise et que tout le monde semble s'entendre sur des échéances électorales apaisées, évidemment, nous allons revoir la perspective et revoir la note. Merci infiniment et à très bientôt. Merci. Par son intervention, le PDG de Bloomfield Investment Corporation, M. Stanislas Zézé, initiateur de ce grand rendez-vous, a clôturé les travaux menés durant toute cette journée. Paris réussit pour cette plateforme de discussion organisée dans un contexte spécifique, à savoir la crise sanitaire qui secoue l'humanité ainsi que les nombreuses incertitudes liées à la période préélectorale. En espérant que toutes les recommandations énoncées seront prises en compte par le gouvernement pour redresser les risques évoqués, nous vous donnons rendez-vous pour l'édition 2021.